Bonsoir. C'est en 1977 que l'Organisation des Nations Unies a officialisé la Journée internationale de la célébration de la lutte pour les droits des femmes. 45 années plus tard, où en est la Côte d'Ivoire quant aux droits des femmes? Eh bien, que reste-t-il encore à faire chez nous dans ce domaine? Pour évoquer ces questions, nous serons ce soir en compagnie de dames, de Marlise Méconan, et les journalistes consultantes en genre et communication, également présidente de l'Association des femmes journalistes de Côte d'Ivoire. Bénédicte Otokoré, quant à elle, est activiste de la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Et le sergent-chef Gorilou Valérie du groupement des sapeurs-pompiers militaires, le GSPM. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre Live Talk. Bienvenue. Oui, on est très heureux d'être en votre compagnie. Merci d'être à nos côtés ce soir. En notre compagnie, j'ai envie de dire, il y a de la lumière, il y a de la vie sur ce plateau, il y a de l'amour, il y a de la tendresse, il y a de la beauté, il y a de l'intelligence, il y a de la sagesse, il y a de la force, il y a... Que de superlatifs. Il y a des femmes sur ce plateau ce soir. Croyez-moi, je suis un animateur heureux. On imagine. Oui, ça faisait bien longtemps que j'avais appelé de tous mes voeux. Eh ben, j'ai même essayé de bousculer Connu un moment pour faire le live weekend. Ça n'a pas marché, mais c'est pas grave. Ce soir, des girls sont avec moi. Bonsoir Edith, comment allez-vous? Bonsoir Brice, très bien. Et toi-même? Ben, ça va très très bien. Je fais très très bien. C'est notre fête ce soir. Écoutez. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir Marlise, comment ça va? Ça m'étonne. Oui, oui. Je suis tellement Yves en que je me demande souvent si je ne suis pas Chiffre en fait. Marlise, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Bonne fête, ça va très très bien. Sergent-chef Gorilou, Oui. comment allez-vous? Ça va. Et chez vous? Ça va très très bien, merci Dieu beaucoup. merci. Et puis, Bénédicte Otokoré. Oui. Bénédicte, comment ça va? Bonjour, oui, ça va bien. Et Bah, je vous? disais, ça va très très bien. Bonne fête, hein, je disais à nous, parce que c'est la fête de tout le monde finalement. Non. Ah bon? Oh, Précision, non, c'est pas une fête. Non, Là, non, tu c'est as pas une piqué, fête. tout le monde. Ah oui, non, ouh, ça commence bien. oui, Il faut oui, expliquer oui. ça quand même à tous les Non, téléspectateurs. faut pas dire fête. Faut Pourquoi? surtout pas dire fête. Et ça nous irrite un peu. On parle oui. de droits, c'est la journée internationale des droits des femmes. C'est une célébration. Oui, non, on parle, c'est vrai que ça peut être une célébration, mais c'est la célébration des acquis. En tout cas, faire le bilan des acquis en ce qui concerne la lutte pour les droits des femmes. Ouais. Et je pense que, mesdames, vous allez certainement Bien sûr. aller dans le même Oui, sens bien que moi. sûr. Ouais. Alors, il faut que ça explique ce C'est une plateau. journée à laquelle on a l'occasion de faire le point des droits acquis et de ceux qui restent encore à À faire. acquérir. D'accord. Donc, c'est pas vraiment une fête parce que oui, c'est pas du tout une fête. Parce Ce que n'est pas la fête du la- pagne. la question des droits des femmes, on est encore loin de là où on doit arriver pour commencer à fêter, je pense. Donc, Donc on dit quoi? C'est une commémoration? C'est une Non, célébration? c'est une célébration des acquis et la lutte continue. Oui, mais on est content. C'est un moment de qui est joie, c'est un content? moment festif. qui non? Mais c'est est pas une content? fête Parce que quand nous, vous les dites femmes, que- on n'est pas contentes. Hein. Donc, Ah bon? Oui, Ah, on n'est même pas content d'avoir acquis ce que vous avez acquis. parce qu'après avoir acquis, il faut que ce soit effectivement mis en place, mais même les Appliqué, droits voilà. qu'on semble avoir acquis ne sont pas, on n'en jouit pas vraiment de tous. Donc, En fait, pour dire, en fait, c'est surtout d'éviter l'amalgame, comme on le voit. Bonne fête bonne de la fête journée des femmes. Il y en J'ai a vu même qui offrent des aujourd'hui un fleurs. gros fleuriste. Un fleuriste qui vendait 3 bouquets de fleurs rouge, rose, blanc, pardon. Je dis, mais il va où avec ça, lui? Donc, En fait, c'est surtout de c'est faire pas le point ça, en fait. de ce qui a été fait, des acquis, et de voir ce qui reste à faire, et de surtout ne pas oublier que les femmes ont acquis des droits que récemment. Tu parles de 1977 pour l'institutionnalisation de cette journée. C'est tout récent. Les femmes ont eu le droit de vote il n'y a pas longtemps. C'est récent également. Donc, c'est pas une célébration. C'est pas la Saint-Valentin. C'est pas C'est pas la fête des femmes, pas la fête des mères et tout ça. Voilà. ni des grands-mères. Tu l'as bien cherché. Oui, Et je préfère ne rien ajouter parce qu'elles ont tout non, dit. vraiment. Exactement. Ce n'est pas une fête. Ce n'est pas la fête de la femme, non. Ça, je pense qu'on doit en faire un slogan Expliquez pour les cela. prochains 8 mars. Le 8 mars, c'est pas une fête. C'est pas une fête. C'est pas la fête de la On doit en femme. faire un slogan. Voilà. Et en fait, le fait qu'il y ait encore une journée, un 8 mars, pour la journée des droits des femmes, de la lutte pour les droits des femmes,
c'est une sorte pas d'aveu d'échec. Pour moi, on aura réussi lorsqu'on n'aura plus besoin de célébrer cette journée. Exactement. Voilà, il y a l'humoriste français Roman Frécinet qui disait dans un de ses sketchs, c'est encore aberrant qu'on ait une journée des droits de la moitié de l'humanité. C'est bizarre ça quand même. D'accord. Il faut l'admettre. D'accord. La fête des mères, une partie de l'humanité, la fête des mères. Si on était Constitutionnelle, puisque dans le préambule de la Constitution, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme qui est mentionnée. Il y a aussi la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, couplée au protocole de Maputo relatif aux droits des femmes. Donc ça crée un bloc constitutionnel qui est manifestement pour l'égalité homme-femme. Et la même Constitution, en ses articles 35, 36 et 37, dit que le gouvernement et l'État ivoirien est favorable à l'entrée des femmes en politique dans les assemblées, notamment dans les assemblées électives et tout ça. Donc, sur le plan légal, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il ne faut pas le nier. Moi, je suis contente du thème international de cette année, l'égalité des chances pour un avenir durable. L'égalité des chances pour un avenir durable en Côte d'Ivoire. Je suis contente qu'on précise l'égalité des chances. Parce que quand on dit égalité tout court, ce n'est pas la même chose que quand on dit égalité des chances. Quand on parle d'égalité des chances, on revient à la base, au début, à la toute petite enfance. Et c'est depuis l'enfance que les inégalités commencent. Quand on laisse le petit garçon aller jouer, que la petite fille doit être à la cuisine, quand arrivé à l'âge de l'adolescence, la petite fille doit fermer ses jambes pendant que le garçon peut aller à l'aventure, il peut sortir. Quand voilà, il y a beaucoup d'inégalités entre les femmes et les hommes qui commencent dès le bas âge et qui sont à l'origine de cette inégalité-là plus tard. Donc je suis très contente qu'on parle d'inégalité des chances parce que ça veut dire qu'il y a un travail à faire depuis la base. Et quand on prend tous les problèmes aujourd'hui qu'on a en Côte d'Ivoire, je pense que quand on les analyse de fond en comble, on en revient toujours à la question primordiale de l'éducation qui part de la base. Et pour ajouter un terme d'acquis, elle a parlé de la loi de 2019 qui renforce, même s'il y a encore des efforts à faire, mais qui renforce la représentativité des femmes au sein des assemblées élues avec un quota de 30%, même si ce quota, malheureusement, n'a pas pu être respecté aux dernières élections. Il était juste à 14, et quelques. Donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Il y a également au niveau de l'armée, donc pour la rentrée scolaire 2013-2014, l'école militaire préparatoire et technique de Bingerville, donc qui a été créée en 1939 et qui a accueilli pour la toute première fois des jeunes filles. En 2013 en son sein. Et on a eu également au niveau de la gendarmerie nationale
Donc, pour la rentrée 2015-2016, qui a également fait reçu sa première promotion de femmes. Donc, il y a eu des avancées qui ont été faites. On a également, la Côte d'Ivoire, comme vous l'avez dit, ratifié beaucoup de protocoles quand même, Oui. pour les droits de l'homme et des peuples, mais également les droits des femmes également. Voilà. Donc, la lutte continue. Très bien. Marly, je me tourne vers vous parce que les dames ont donné tout à l'heure beaucoup d'avancées, beaucoup de raisons. Moi, tout de suite, la question c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui, selon vous, constitue encore des freins à ce que toutes ces avancées recherchées-là soient des acquis? C'est bien, elles ont rappelé un peu ce que nous avons comme acquis, mais moi j'ai envie de parler de ce qui ne se fait pas. On parle d'égalité, mais est-ce qu'on a la volonté qui accompagne? Est-ce qu'il y a des conditions qui accompagnent cette volonté d'égalité? Bon, les choses ne suivent pas. C'est une question de volonté. Quand vous parlez de volonté politique, Peut-être qu'on vote des lois, mais la plupart de ces lois ne sont pas appliquées. On prend par exemple la loi d'octobre 2019 qui parle de 30% des femmes dans les assemblées élues. Il y avait déjà une volonté. Non, il y avait une volonté, mais la loi n'est pas coercitive. Et là, je me permets de vous dire... Ils n'ont pas été sanctionnés, voilà, parce que la loi, justement, cette loi-là n'est pas coercitive. Mais je veux dire, quand on n'a pas atteint le quota, est-ce que vous avez l'impression que les femmes sont allées se présenter, qu'elles en ont été empêchées, ou bien c'est parce qu'elles-mêmes, au niveau de la volonté, il y a des femmes qui n'ont pas envie de faire de la politique? À la base, il y a des femmes, tout part de l'éducation. Quand vous voyez dans nos partis politiques, au niveau des organisations, quand il y a une rencontre politique, par exemple, les femmes, elles sont dans les commissions restauration. Commission gel de main, commission cuisine, commission pagne, commission gadget. Pendant que les hommes sont cliché, tout ça, à la commission scientifique. Voilà, c'est à la commission scientifique que tout se décide. Qui ira dans telle région représenter le parti, etc. Pendant que les femmes, elles sont dans la cuisine. Mais on a des hommes de bon cordon bleu, hommes. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas la cuisine? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas dans les commissions restauration et que c'est les femmes seulement qui sont dans les commissions de restauration? Donc, quand on dit qu'il faut 30% de femmes dans les assemblées élues, ça ne peut pas venir de vous. Ce n'est pas la majorité. Après, il ne faut pas prendre des exemples isolés pour en faire une généralité. Ce n'est pas du tout vrai. Je pense que, comme elle a dit, la loi de 2019 est insuffisante en ce sens qu'elle n'est pas coercitive. Donc, quand un parti politique ne va pas présenter le quota de candidates demandé par cette loi, il n'y aura pas de représailles. Et ils ne vont pas faire d'efforts. Exactement. Donc, les précédentes législatives, il n'y avait même pas 30% de candidates. Aujourd'hui, il n'y a que 12% de femmes députées à l'Assemblée et il n'y a rien eu après. Comme on le dit. Après, je suis d'accord. Vous posiez une question tout à l'heure où vous disiez est-ce que les femmes sont allées se présenter, quelqu'un les a mises de côté? Non, il ne faut pas occulter l'aspect culturel des choses. Déjà, dans nos cultures, les femmes ne sont pas appelées à diriger. Les femmes ne sont pas appelées à diriger. Et cette culture-là, il y a son fantôme qui plane, en fait, dans tout ce qu'on fait. Il y a son fantôme qui plane dans tout ce qu'on fait. En plus de la culture, il y a des intimidations. Merci. Parce que les récentes élections, il y a des femmes qui étaient prêtes à aller se présenter, mais il y a eu des intimidations. Moi, je suis la présidente de l'association des femmes journalistes. Il y a eu même des femmes journalistes qui étaient prêtes pour la course. Qui les a intimidés? Comment les intimider? On les intimide. Des menaces. Oui, mais je sais qui, par exemple, leur d'autres candidats, au sein même parfois de leur parti, de leur propre parti. Les hommes comme les femmes aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que la femme aussi combat la femme. Exactement. Ah ben voilà. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Il y a un manque de solidarité. Oui, il y a un manque de solidarité entre elles-mêmes. Elles se combattent pendant que les hommes sont en train de s'unir pour aller de l'avant. Les femmes, elles se combattent entre elles-mêmes. Donc, c'est un point. Mais le fait que les femmes se combattent elles-mêmes, là, ce n'est pas propre aux femmes. Les hommes aussi se combattent entre eux.
C'est clair, je suis d'accord que nous, les femmes, nous avons besoin de plus de solidarité parce qu'on a, si je peux dire, entre griffes, un retard à rattraper. Mais se combattre entre hommes politiques, ça existe aussi. Je ne pense pas que tous les hommes politiques se soient main dans la main. Je sais. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, je pense plutôt qu'il faudrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, revenir au fait, convaincre les femmes déjà qu'elles ont le droit de partir vers les fonctions électives, vers les fonctions politiques aussi. Edith et Marlise, je reviens à vous tout à l'heure. Je vais me tourner vers le sergent-chef Gorelou Valérie. Sergent-chef, on parle tout à l'heure de chance, d'égalité de chance. Moi, j'aime bien qu'on en parle. Aujourd'hui, vous êtes pompier. Vous faites partie donc des pompiers de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez eu l'impression à un moment donné que le fait de choisir, vous avez choisi cette vocation, est-ce qu'il y a eu des obstacles dans votre choix? Est-ce que quand vous avez envie de faire quelque chose, non, parce que vous êtes une femme, vous n'avez pas le droit d'être pompier, par exemple? Non, il n'y a pas eu ça. Parce que... Ça commence comment? Racontez-nous un petit peu. Est-ce que l'intégration s'est faite facilement? Bon. Avant l'intégration, oui, le déclic dans la famille, déjà. Dans la famille oui, ça se fait facilement. Ouais. D'abord, papa était militaire, un officier. Donc, quand j'ai opté pour ça, il n'y a pas eu de soucis. Hein. Vous êtes allé le voir un jour, vous lui avez dit, papa, je vais devenir militaire, je vais rentrer dans l'armée. Il n'a pas dit, non, ça c'est un truc de garçon, toi, écoute, va à l'école, soit... Enfin... Non, il n'a pas dit ça. Lui-même m'appelait petit garçon. Vous êtes combien de frères et de sœurs? J'ai 2 sœurs, un frère. 2 sœurs, un frère. Oui. Okay. D'accord. Et vous avez choisi cela? Oui. Vos sœurs, autre chose? Oui. D'accord. Et puis, lorsque vous avez décidé d'intégrer le corps des pompiers, comment s'est fait l'intégration? Est-ce que vous avez été acceptée en tant que femme dans ce corps-là ou est-ce qu'il y avait déjà suffisamment de femmes, en fait Oui, parce que je n'ai pas été la première. J'ai trouvé d'autres femmes là-bas. Oui. Donc, ça a été facile. L'intégration a été facile. Voilà. Est-ce qu'il y a des femmes responsables? Moi, j'ai envie de savoir. Est-ce qu'il y a des femmes chefs de service? Si j'étais au tribunal, j'aurais dit objection, cette question est un tout petit peu insidieuse quand même. Oui, mais il y a des gens. Est-ce qu'il faut savoir? Allez-y, voilà. Oui. Je dirais des femmes. Pas encore? Pas encore, mais adjointes. Voilà. Ça vient, mais ça vient, Marie. Ça vient d'où? Ça vient. Ça vient comment? Ces femmes-là n'ont pas le même diplôme que ceux qui occupent les premiers C'est vrai que je pense qu'il y a encore quelques années, on ne voyait pas autant de femmes intégrer l'armée, comme on le voit ces 2 ou 3 dernières années, des femmes commissaires. J'ai vu des femmes générales de douane. Oui, exactement, c'est ce que je dis en fait. Il y a beaucoup plus de représentativité, il y a des acquis, comme on le dit, et c'est bien de les voir parce qu'elles peuvent représenter des modèles aussi pour les jeunes femmes qui voudraient épouser ces métiers, qui voudraient s'intéresser à ces métiers. Oui, parce qu'il y a eu des préjugés aussi, Madame Bleu, il y a des préjugés, parce qu'aujourd'hui, quand une femme est dans l'armée, avant, on se disait non, c'est pas un métier de femme. Elle ne pourra pas tenir. On va même t'empêcher quand tu vas rentrer en tenue, c'est un truc de garçon et tout ça. Mais là, aujourd'hui, ces témoignages, on se rend bien compte que il y a des avancées, ça se fait facilement, comme dans le cas du sergent-chef. J'ai une autre question à poser. Est-ce que en intégrant ce corps, est-ce que vous n'avez pas eu des préjugés, par exemple, par rapport aux hommes qui seraient vos collaborateurs, vos collègues en termes, parce qu'on se dit en général que dans l'armée, il y a un peu de violence et tout. Est-ce qu'il n'y a pas eu de certaines appréhensions? De la force dite. Bon, je dirais avant d'entrer, il y a eu ça. Est-ce que tu pourras faire? Bon, on te voit un peu fragile. Est-ce que tu pourras tenir? L'armée est difficile. Oui, bon, je ne suis pas la première femme. Donc, si les autres ont pu tenir, c'est que je peux tenir aussi. C'est comme ça. Oui. Et pas de blagues au quotidien sexistes sur votre nature de femme? Parce que, bon, même dans le milieu du travail, on le rencontre, hein, des blagues un peu sexistes, ce genre de choses. Au niveau du service ou bien... Au niveau du service? Est-ce que les collègues du genre, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça? C'est-à-dire, quand on va demander de courir 40 km, si vous en courez, si vous faites 20 km, on dit « Allez, la femme !» Est-ce qu'il y a eu ce genre de... Ou bien, comment vous réagissez dans ce genre de cas, en fait? Bon, on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. Hein. On ne se laisse pas, parce qu'on est femme. En fait, qu'on est sur le plan, le plateau de trucs, on ne se laisse pas faire. On est femme, on ne peut pas faire non. On se donne à volonté, ce qu'on peut faire, on le fait. Alors moi, la question justement que j'allais rechercher, elle est beaucoup moins de question de procès. Pas du tout. J'ai eu la possibilité d'un interrogatoire. Oui, est-ce que vous avez l'impression que... Non, ce que je vous demandais, de façon plus gentille, où est-ce que vous allez chercher la force justement pour pouvoir tenir? Parce qu'effectivement, c'est très difficile. Il faut reconnaître que être pompier, il y a même des hommes qui démissionnent. Oui, c'est pas faux. Exactement. Moi, je suis d'accord quand vous dites qu'il y a même des hommes qui démissionnent.
Donc, je me dis, on n'a pas besoin de poser la question une fois, où est-ce que vous allez chercher la force? C'est juste non, mais si j'avais un homme, je lui aurais posé la même question. Je ne suis pas sûre. Si, je ne suis pas sûre. C'est juste... Et comme vous le dites, si c'était une femme qui justement abandonnait, on allait dire, elle abandonne parce que c'est une femme. Non, alors qu'il y a bien des hommes qui abandonnent. À un moment donné, je l'ai précisé, non? Considérons qu'il pose la question comme il le poserait à un homme ou à une femme. Alors, justement, et moi je suis convaincue qu'il ne poserait pas cette question à un homme. Où vous allez chercher la force? Mais dans ses bras, elle a des bras très forts, elle est très forte. Comme une personne, moi, je suis une femme, j'aurais jamais été dans l'armée parce que comme je lui disais tout à l'heure, moi, quand on m'effraie, je fuis. J'ai de la force que dans ma bouche. Mais il y a des hommes aussi qui ont de la force que dans leur bouche. Ah oui, non, mais quand je parlais de force, je ne parlais pas de force physique, je parlais de force intérieure. Exactement. Oui. Même en parlant de force intérieure, moi je pense que les femmes ont beaucoup plus de force intérieure que les hommes. Donc, je pense qu'elle va répondre à la question. Vous pouvez répondre à la question. La motivation. Donc je change la force, ça va? Voilà. Votre motivation, vous la tirez de quoi? Vous la tirez de ce que vous avez envie de donner en tant que militaire, servir, aider. Voilà, parlez-moi. Moi, je veux vraiment que vous me racontiez votre belle histoire, parce que je crois que c'est ça qui justifie votre présence sur le plateau. Avant tout, il faut aimer d'abord la chose. Hein. Oui. Parce que si tu n'aimes pas, tu ne vas pas te donner à fond. Donc voilà, c'est un peu ça. Il faut aimer d'abord. Il faut aimer d'abord. Et puis maintenant, après, le reste vient. Voilà. Est-ce qu'on a beaucoup plus d'opportunités en termes de progression je suis désolée de le dire, lorsqu'on a une femme au sein du C'est moi qui avais poussé cette question. Non, c'est pour ça que j'ai dit que je n'étais pas... Je vous avais bien entendu. J'ai dit que je n'étais pas trop d'accord. On continue sur cette lancée. Réagissez un tout petit peu. C'est la solidarité féminine. Que je réagisse à quoi? Mais je laisse Edith poser sa question. C'est une très belle question d'ailleurs, Edith. Merci beaucoup. Voilà. Plus d'opportunités sur le plan... Oui, en termes de progression, d'évolution de carrière au sein des sapeurs-pompiers. Je pense, est-ce qu'il y a des programmes spéciaux pour permettre aux femmes de monter plus facilement? Est-ce qu'il y a des programmes de formation spécifiques aux femmes sapeurs-pompiers? Non, il n'y a pas de programme spécifique aux femmes, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. D'abord, peut-être la question qu'il faut préciser, on a combien de femmes chefs de service, pompiers? On a combien de femmes responsables de section, par exemple, Yopougon, Adjamé? Je pense pas qu'elle ait ces chiffres. Et je ne pense même pas que ça dépasse 10. Tout à l'heure, elle me disait qu'il y a 40 femmes pompiers déjà. 40 femmes. Sur toute l'étendue du territoire national. Bon, de toute façon, le commandant des pompiers se plaignait qu'il n'y avait pas un grand nombre de pompiers sur le territoire. Donc, je veux dire, ça évolue avec le nombre. Et puis, je crois qu'il faut saluer déjà les efforts qui sont faits à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas de femmes chefs pompiers? Ça dépend de ce qu'on appelle chef. Pas encore. Pas encore. D'accord. Mais il n'y a pas que dans le corps qu'il y a le sexisme. Hein. Même dans le journalisme, vous allez me contredire, madame. Non, justement, il y a des même chiffres. Dans le journalisme. J'attends qu'il me pose la question. Même dans le journalisme, il y a des hommes qui te discréditent quand tu es une femme, que tu es chef d'un service de rédaction, par exemple. Vous voulez que je vous donne un exemple, s'il vous plaît? Je vais vous donner l'exemple. À Live TV, à Vibe Radio, en tout cas notre chaîne de direction, nous avons donc une directrice ici, à la chaîne de télé. Notre directrice de la production est une femme. La directrice de l'éditorial est une femme. Notre directrice des ressources humaines est une femme. Notre responsable juridique est une femme. Voilà. On est très bons élèves, oui. La directrice générale de la radio est une femme. On doit vous primer. La réalisatrice est une femme. On a un très bon élève. Oui. Dans la presse, nous avons la rédactrice en chef du journal est une femme. 4 femmes rédactrices en chef. Oui. Presse écrite, sur une trentaine d'organes de presse. Donc il y a le nombre et il y a aussi les fonctions. Mais quels sont les efforts que vous faites? Quelles sont les actions que vous menez pour pouvoir nous faire en changer parlons, les choses? nous leur disons qu'il faut donner la place à la femme. Ce n'est pas parce que la femme, elle va être enceinte, qu'elle ira en congé de maternité, qu'il ne faut pas la responsabiliser. Parce que si la femme, elle arrête d'être enceinte, ben, l'humanité s'arrête. Vous pensez qu'on ne lui a pas donné une place parce que c'est une femme ou on ne lui a pas donné une place? Bien sûr, c'est des préjugés. À un moment donné, on se dit qu'on va responsabiliser une femme. Elles sont compétentes, elles ont les mêmes diplômes que les hommes. Mais on va responsabiliser une femme à un poste. À un moment donné, elle ira faire son enfant. Et quand elle va faire son enfant, puisque on n'a pas les conditions qui accompagnent les femmes nourrices, parce qu'on n'a pas de crèche, on n'a pas beaucoup de crèches pour garder les enfants. Vous imaginez les distances entre, ça doit quitter une commune à une autre, l'enfant est encore bébé, donc il y a ces contraintes.
Mais les conditions ne sont pas réunies, donc elle est obligée de passer plus de temps à la maison. Pendant ce temps, on se base sur mais quelle est votre place pour ne pas la responsabiliser, pour responsabiliser les hommes, parce qu'on se dit qu'à un moment donné, la femme, elle ira faire faire changer les choses et avoir un début, en tout cas, d'action. Oui. Comment vous faites pour pouvoir avoir de l'influence sur la fêtière, donc l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire? Est-ce que vous faites du lobbying? Parce que je crois les 2 derniers présidents étaient des hommes. Bien sûr. Comment vous faites pour pouvoir avoir de l'influence sur cette organisation pour qu'elle puisse se battre pour les droits des femmes journalistes? Ben, nous en parlons, nous faisons de la sensibilisation, c'est tout ce que nous pouvons faire. Nous en parlons, nous faisons de la sensibilisation, nous disons que c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Est-ce que les hommes de l'UNJC vous écoutent? Ils écoutent, ils sont en train de nous regarder en ce moment. Ce n'est pas parce que la femme, elle va aller accoucher qu'il ne faut pas la responsabiliser. C'est sa nature. Il faut tenir compte des besoins sexuels spécifiques de chaque être humain. La femme, elle va accoucher. Mais normalement, si elle n'accouche pas, elle ne peut pas accoucher. La loi protège les femmes dans le milieu du travail dans ce genre de situation où elle est discriminée par rapport à ce type de situation. Mais combien de fois on a des femmes même qui ont perdu leur emploi carrément parce qu'elles sont tombées enceintes. Ça existe. Les cas sont légion. Et moi, j'aimerais dire tout à l'heure, pour répondre à la question de Madame Bleu tout à l'heure, qu'est-ce que les femmes journalistes font, par exemple, pour inverser un peu la tendance? J'aimerais dire, est-ce souvent, en tant que femme, quand on a grandi dans cet univers-là, on n'est même pas consciente même que ça représente une injustice, en fait. C'est-à-dire qu'avant la sensibilisation sur le fait que, oui, quand une femme est enceinte, ce n'est pas pour ça qu'elle va perdre son emploi, ce n'est pas pour ça qu'elle va être reléguée, rétrogradée entre griffes, et tout ça, la majorité des femmes acceptent ça comme, je veux dire, la vie, en fait. La normalité. La normalité. C'est qu'il faudrait faire un travail préalable pour leur dire que non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce que tu es enceinte qu'on doit rendre ton contrat de travail ou te rétrograder ou te démettre de tes fonctions. Il y a ce premier travail-là déjà qui est fait. C'est pour ça qu'il faut promouvoir les lois. Les lois. Et c'est le travail que vous faites au sein de votre association. Il faut expliquer, il faut dire aux femmes, elles ont droit à quoi? Quels sont les droits de la femme? Il faut qu'elles sachent elles-mêmes j'étais enceinte là. De toute façon, tout à l'heure, je suis enceinte là. Ça là, est-ce que je n'ai pas perdu mon boulot? Et ça également, c'est dès le bas âge. Dans les écoles, dans les établissements scolaires. Quand on fait l'analyse profonde de tout ce qu'on a comme problème, que ce soit de genre et tout ça, on en revient toujours à l'éducation. C'est un problème de confiance en soi. À l'éducation. Je vous propose de marquer une courte pause et on vous retrouvera tout à l'heure pour parler de solutions, de ce qu'il faut faire. Parce que là, on a fait un peu l'état des lieux, mais après, il faut qu'on passe aux solutions concrètes. Qu'est-ce que vous proposez? À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk. Ce soir en compagnie de dames qui sont autour de cette table. Je suis très heureux. Ça se voit. Ça se voit. Il y a une très grande beau sourire. Exactement. Alors, il y a un internaute dont je vais retrouver le nom tout à l'heure qui disait, Brice, tu aurais dû laisser les femmes présenter cette émission. Justement, ils ne veulent pas. Non, on veut que ça reste normal. Voilà. On considère que ce n'est pas une c'est pas un jour spécial. La vie ne change pas, Voilà. c'est juste faire un bilan. C'est comme s'il y avait un jour heureux qu'on nous donnait une sucette à mâcher. Et comme tout les ça, enfants, non. Voilà. On le refuse. C'est bien, vous avez répondu à la personne. C'est très bien. Merci. Vous avez entendu ça? Merci beaucoup. Marlise Kona est journaliste, consultante en genre et en communication, présidente de l'association des femmes journalistes de Côte d'Ivoire. Et puis ce soir, nous avons avec nous la très dynamique Bénédicte Otokoré, activiste de la Ligue ivoirienne des droits de la femme, et notre sergent chef Gorélou Valérie du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Merci mesdames encore une fois d'être sur notre plateau. C'est vrai qu'on a parlé, on a dit ce qui n'était pas normal depuis l'enfance, depuis le bas âge. On va se poser la question, qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment? Sensibiliser, vous disiez tout à l'heure. Il faut sensibiliser, il faut promouvoir les droits de la femme dans les écoles, dans les marchés, dans les villages et hameaux. Il faut dire aux femmes, vous avez droit à telle chose, à telle chose. Dans les villages, par exemple, il faut dire aux femmes qu'elles ont le droit d'avoir les mêmes parcelles, les mêmes terres cultivables que les hommes, par exemple. Il faut dire aux femmes qu'elles ont le droit aussi de prendre des cours du soir. Il faut qu'elles soient alphabétisées pour pouvoir mieux suivre leurs filles
et que ces filles-là deviennent des femmes fortes, des femmes leaders de demain, il faut commencer dès la base. Il faut aussi alphabétiser les hommes, parce que si un homme est alphabétisé, il pourra mieux encadrer sa fille. Il saura que le petit garçon et la petite fille ont les mêmes droits d'aller à l'école. Et puis encore, en ville, on a des femmes qui enfantent. Il faut créer des crèches dans les services, des salles d'allaitement, de sorte à ce que la femme, quand elle est au service, elle soit tranquille, parce qu'elle sait que dans 2 heures de temps, elle doit... En même temps qu'on fait la promotion de l'allaitement maternel, il faut que les conditions suivent. Il faut des mesures d'accompagnement, il faut des salles d'allaitement, des crèches, non loin des lieux de service, de sorte à ce que la dame elle puisse donner à téter à l'enfant pendant qu'elle est au travail. Voilà. Et pour ne pas qu'elle perde aussi son poste de responsabilité, parce qu'on dira qu'elle allait faire son enfant, elle n'est pas présente, et donc pour ça, on va nommer un autre homme à sa place, ou même perdre carrément son poste. Donc il faut créer les conditions. Et puis il faut une vraie volonté politique qui accompagne. Depuis le sommet, il faut qu'on nous donne l'exemple de l'égalité. 50-50 au gouvernement, on peut le faire. On a des femmes qui sont compétentes. On a de Madame la ministre Efrazi Yao, compédium des compétences féminines. Ça existe. On a un répertoire de femmes dans tous les domaines de compétences. Il suffit de regarder. Si on veut des femmes chimistes, on a des femmes chimistes. Si on veut des femmes journalistes, il y a des femmes journalistes. Il faut une volonté réelle pour accompagner l'égalité. Ce sont d'excellentes propositions, en tout cas. Et je pense qu'au niveau de la représentativité des femmes, dans les assemblées élues, au niveau de postes de responsabilité dans les organismes politiques, c'est bien. Mais il faut que les femmes elles-mêmes, elles aient envie de s'y rendre, qu'elles aient envie de le faire. Parce que, comme vous l'avez dit, on a un compétition des compétences féminines avec près de 20 000 femmes qui sont répertoriées, qui ont autant d'excellents profils les unes que les autres. Mais lorsqu'il s'agit de se présenter, de s'asseoir à la table, autour de la table avec d'autres hommes, elles restent en arrière. On est obligé de les inciter, de les convaincre parce qu'elles ont des réticences, parce qu'elles ont peur, parce qu'elles ne se font pas confiance. Je pense que le nœud gordien du problème, c'est le manque de confiance des femmes. Elles peuvent être des femmes directeurs d'entreprise compétentes, mais elles doutent de leurs compétences parce qu'elles ont ce syndrome qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Donc, au sein de l'organisation politique, du parti politique, elles peuvent être brillantes, mais lorsqu'il s'agira de s'asseoir à la table avec les autres membres de cette organisation politique, du bureau exécutif, elles vont rester en arrière. Ça veut dire que le premier travail à faire, c'est la confiance. Il faut dire que la place de la femme est à la cuisine. Mais il faut lever les femmes intellectuelles, c'est ça qui est dommage. Moi je dis que pour régler ça, il faut aller dans les villages là. Pour dire aujourd'hui, il faut qu'il y ait des femmes chefs de village. Parce que vous vous rendez compte, en Côte d'Ivoire, même dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, la seule femme reine dont on nous a parlé, c'est celle qui a jeté son bébé dans l'eau. C'est-à-dire que là encore, c'est la femme sacrificatrice. Il y a des peut-être éponymes, célèbres peut-être. Oui, c'est l'une des plus célèbres, mais bon. Justement, et elle est célèbre pourquoi? Même pas pour ses capacités à diriger. Même pas pour ses compétences, même pas pour son service. Non, elle est célèbre pourquoi? Parce qu'elle a sacrifié. Non, c'est tout. Non, c'est là encore. Oui, après, c'est discutable. Oui, on est là pour discuter, bien entendu. Donc après encore. Elle a quand même conduit un peu. Mais ça donne à réfléchir quand même. Parce que si elle n'avait pas sacrifié son enfant, qu'elle avait juste été une. Exactement, le peuple n'allait pas passer. Elle avait juste été une femme dirigeante d'une armée. C'est juste le profil de la femme qui donne. On est en Côte d'Ivoire. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas encore arrivée au Burkina Faso ni au Niger, je suis en Côte d'Ivoire. Je parle de Abla Pokou et je dis encore là, la seule femme reine qu'on a dans toute l'histoire, qu'on peut citer aisément, c'est la femme qui a sacrifié. En conséquence, le rôle de la femme qui donne. Aujourd'hui, moi, je pense que, comme je vous ai dit, il y a un seul mot. Revenons aux solutions. Je pense que c'est important. Il y a un seul mot, l'éducation. L'égalité des chances, il faut revenir à l'éducation. Et l'éducation, ça passe par exemple, aujourd'hui, il y a un sujet dont on parle particulièrement ce 8 mars, la précarité menstruelle. Il y a encore des zones en Côte d'Ivoire où les femmes, où les jeunes filles ne ratent l'école parce qu'elles n'ont pas de quoi se protéger lorsqu'elles ont leur menstru. On n'en parle pas assez parce qu'il y a certaines zones encore où les menstrues, c'est tabou.
Et on ne peut pas parler d'égalité de chance à ce moment-là, pendant qu'une femme, une jeune fille peut rater 5 jours d'école par mois, elle n'a clairement pas les mêmes chances. Justement, j'ai proposé ça lors d'une visite au Bénin. Que les garçons de son âge. J'ai proposé qu'on puisse la gratuité, oui. voilà, prendre en compte, pendant qu'on est en train de réaliser les infrastructures, il faut qu'on prenne en compte les besoins des femmes. Exactement. On a des toilettes, hommes et femmes. Quand on rentre dans les toilettes ici en Côte d'Ivoire, on a des pH. Mais il n'y a pas de serviettes hygiéniques. Il faut penser à cela. Parce que si on a dans nos établissements scolaires, la jeune fille, elle ne va pas rater 5 jours de classe. Parce que, voilà, donc il faut même faire des douches. Vous avez l'impression qu'elle rate 5 jours de classe parce qu'elle n'a pas de... Parce qu'elle n'a pas de serviettes. Voilà. Alors que si on a des toilettes dédiées aux femmes spécialement, elle peut se changer, elle peut se laver à tout moment. Il n'y a pas de raison qu'elle ne vienne pas au cours. Qui coûte 500 francs, on t'a acheté 1 kilo de riz. Pour des familles pauvres et une serviette hygiénique, je pense que le choix est vite fait. Dans certains pays comme, je crois, la Belgique, si je ne me trompe pas, où ça a été rendu... c'est gratuit, en fait. C'est gratuit. En Côte d'Ivoire, je pense qu'on pourrait commencer par détaxer déjà. Bien sûr. On pourrait commencer par retirer les taxes pour alléger le prix. Mais moi, j'ai une autre question aussi à poser, Brice, si tu me permets. Allez-y. Quel est le bilan? On a vu, la journée a été officiellement lancée cette matinée par la ministre de la Femme, de la Famille, de l'Enfant, Madame Nassénéba Touré. Elle a fait un discours en expliquant certaines avancées, certains acquis. Quel est le bilan que vous faites vous-même en tant qu'activiste, je peux dire, des actions, de l'engagement du gouvernement dans tout ce qui est lutte pour les droits de la femme et surtout contre les violences basées sur le genre? Parce que tout au long de l'année 2021 et même au début de l'année 2022, il y a eu beaucoup de cas de violences conjugales et même de féminicides, malheureusement. Quel bilan vous faites de l'engagement du gouvernement? Moi, je pense qu'au niveau de l'autonomisation des femmes, depuis quelques années, le gouvernement s'investit. Clairement. Il y a beaucoup de fonds qui sont mis à la disposition des femmes. Je pense qu'elle parle de violence. Oui, violence basée sur le genre. Oui, elle passe déjà le point. Le bilan d'abord de l'engagement. Donc, je pense que pour l'autonomisation des femmes, le gouvernement s'investit clairement. Et pour les femmes entrepreneurs, il y a beaucoup de fonds qui sont mis à disposition. Il y a le fonds de la Première Dame, il y a aussi le fonds de soutien aux PME, aux start-up dirigés par des femmes. Et je pense que c'est très bien. Honnêtement, je pense qu'en Côte d'Ivoire, les femmes entrepreneurs sont beaucoup épaulées. Et c'est déjà très bien. Concernant les VBG, on n'a pas de loi vraiment relative particulièrement aux violences basées sur le genre. De lois indexant les violences faites aux femmes. Je pense que c'est un peu ça. Et le viol Oui, le viol. Le viol, le nouveau code pénal, à Dieu merci, définit le viol, érigé en infraction criminelle. C'est déjà bon parce que le précédent déjà ne définissait pas le viol, donc c'était à l'interprétation du juge et tout ça, c'était flou. Donc il y a déjà cette avancée-là qui est notable. Je pense qu'au niveau des élus, il y a la députée Madame Yasmina Ouigné qui, à chaque édition des 16 jours d'activisme, qui ouvre sa permanence, il y a des discussions, on libère la parole, c'est déjà très bien, je pense. Mais pour en revenir à la loi de 2019, je pense qu'il faut que cette loi-là soit coercitive pour que déjà le quota des 30% dans les assemblées élues pour les femmes soit respecté. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est une loi, mais c'est juste comme une recommandation, c'est juste comme un conseil, il n'y a pas vraiment de force derrière, donc ce n'est pas effectif. Très bien. J'ai une question d'un internaute parce qu'ils nous suivent et ils interagissent. Jean-Baptiste Doumbia s'est posé une question. Il s'est dit, aujourd'hui, avec tous les combats qui sont menés en faveur d'une certaine parité, d'une certaine égalité, est-ce que ça ne réduit pas aussi les chances de certaines personnes compétentes? Parce qu'aujourd'hui, de certains hommes qui peuvent être compétents à la recherche d'un emploi, c'est comme si aujourd'hui on réserve des emplois spécifiquement ou spécialement pour les femmes. Il s'inquiète, lui. Non, on n'a pas... En fait, son inquiétude, peut-être, il veut dire par là qu'on est en train de peut-être vouloir qu'on donne des postes de responsabilité ou des postes
à des femmes qui ne méritent pas. C'est pas ce que nous disons. Non, je pense à qu'en compétence fait, il y a- égale. Voilà. À compétence égale, aujourd'hui, avec tous les combats qui sont menés, on préfère même peut-être aujourd'hui donner un emploi à une femme pour éviter, par exemple, qu'il y ait 6 Non, hommes. en fait, Non, le je fait ne pense qu'on pas. voit souvent Oui. dans les Je ne pense offres pas. d'emploi, candidature féminine, Encouragée. Privilégiée, encouragée. privilégiée, Oui. c'est juste une recommandation. Une manière d'encourager Voilà, donc aussi c'est les ça, femmes parce qu'on a c'est trop d'hommes. politique. Voilà, c'est tout ça. Parce qu'on c'est a politique. trop d'hommes et qu'il faut Et- équilibrer. Mais c'est légitime. Hein. Je pense que la plupart des hommes, au vu de tous les combats et de toutes les actions qui Et sont moi, menées j'ai par deux les choses. organisations des femmes ou même par la société pour encourager les candidatures féminines, que ce soit à des postes de responsabilité ou même dans le secteur, sur le marché de l'emploi, ils peuvent se sentir un peu à l'étroit. C'est normal et c'est compréhensible. Mais notre objectif également, c'est de les rassurer, en fait, parce que de toute façon, à diplôme égaux, pareil, Non, on a moi, les mon mêmes objectif, chances. c'est Voilà, pas de tout les simplement. rassurer. Mon objectif, c'est de dire que ce qu'il dit est faux. Parce Pourquoi? que si c'était réellement à compétence égale, les femmes sont privilégiées, on aurait déjà à l'Assemblée nationale autant de femmes que d'hommes, ce qui n'est pas le cas. Même pour le Déjà, Sénat. Déjà, moins de femmes non, en politique. Non, mais. Déjà, mais- il y a mais- moins de femmes en politique. Bon, bref. Oui. Déjà pour le Sénat, où les membres du Sénat sont nommés, sur 33 membres, il y a 11 femmes. Là où elles sont nommées. Donc si c'était vraiment une politique à compétence égale, les femmes sont encouragées, je pense qu'il y aurait sensiblement autant de femmes que d'hommes, mais ce n'est pas le cas. Donc, et deuxièmement, c'est que cette loi des quotas qui, pour emprunter votre mot, est discutable, elle vient pour rétablir certaines inégalités qui ont été faites depuis la base. En réalité, c'est ça. Il y a eu beaucoup d'inégalités qui ont été faites en amont que cette loi-là est censée éponger, pour ainsi dire. Donc, ce n'est pas que les femmes, les hommes seront lésés. Je pense qu'on n'en est même pas encore là, au point où on doit parler des hommes qui sont lésés. Parce que les femmes n'ont même pas encore atteint un point satisfaisant dans leur dans Le l'égalité. sergent-chef a des propositions, des suggestions ou, Alors, moi, justement, je veux dire, je garde le sergent-chef bien dans son coin pour une raison simple. C'est parce qu'avec elle, c'est une façon ce soir de susciter des vocations. Parce qu'il y a beaucoup de métiers aujourd'hui qu'on estime être inaccessibles aux femmes. ouais. Et aujourd'hui, la présence du sergent-chef, c'est un peu pour casser ces préjugés-là. Pour Exactement. dire que tout le monde peut tout faire. Il faut s'armer de volonté, il faut s'armer de Effectivement. courage et de compétences. Et je pense que vous êtes là ce soir pour être cette ambassadrice-là. Est-ce qu'elle a un message aux jeunes filles qui regardent ce programme, jeunes femmes? Ben voilà, donc... Et puis, je ne suis pas d'accord qu'on dise sapeur-pompier. C'est ça. Tu vois, il n'y a même pas de nom pour une Ben, femme vous avez plein de sapeur-pompier. retours sur ce plateau ce soir. Il y a Oui, mais pourquoi vous voulez qu'on dise pourquoi il n'y a ça? pas de nom pour Oui. une femme sapeur-pompier? On dit toujours sapeur-pompier. C'est que la langue même française même est sexiste à la base. Sapeur-pompier, vous avez dit quoi, vous? Un autre mot, sapeuresse-pompier, je sais pas. Vous allez attendre jusqu'à la fin de l'émission pour trouver le nom. Dès que vous trouvez le nom, je pense qu'on va se mettre là. Parce qu'il faut aussi trouver. Parce qu'il faut aussi trouver. Sapeuresse-pompier, je ne sais pas. Mais on est obligé de dire femme sapeur-pompier. Vous Non, voyez, elle est sapeur-pompier la tout court. discrimination Non, mais elle est est poussée sapeur-pompier. jusqu'à la langue. Elle est Vous vous rendez compte? sapeur-pompier. Voilà, elle est Oui, sapeur-pompier. oui, c'est ça. On Ça n'a pas prouve besoin que de dire. Oui. le sexisme est présent. Elle est sapeur-pompier. Elle est fière d'être sapeur-pompier. Oui, oui, elle peut. On va à la pause, on revient tout à l'heure. Retour sur le plateau du Live Talk, spécial 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Et ces droits-là, elles entendent bien les défendre. Et je vous rassure, mesdames, vous n'êtes pas les seuls à lutter pour que ces droits soient respectés. Il y a des hommes qui vous accompagnent, j'ai même envie de dire, de nombreux hommes vous accompagnent pour que vos droits soient respectés. On les salue. Merci. Merci beaucoup. Merci. Quand c'est comme ça, vous avez remarqué, la réalisatrice de cette émission, c'est une femme, j'ai fait tout elle ne m'a pas montré du tout. Voilà. Parce que je voulais traduire tout mon engagement pour dire, mesdames, vous n'êtes pas seules, il y a des hommes qui sont... Elle ne m'a pas montré. Donc du coup, je suis obligé de répéter la phrase. Je me sens mal, je me sens lésé. Non, pas du tout. Pas Voilà. du tout. Pour revenir aux perspectives. Alors, on parlait d'autonomisation. Il y a des solutions Oui. que vous proposez dans... Oui, bien sûr. On parle d'autonomisation. Moi, j'ai envie toujours d'aller, pas rester à Abidjan, mais aller chez nos mamans qui sont dans les champs, qui sont dans les villages. On a lancé le projet de l'USIFEM, l'usine des femmes de Côte d'Ivoire. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Parce que nous sommes à l'heure des bilans. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a eu des usines? Est-ce que ça a été équipé? Parce qu'il faut de la semi-transformation au moins au niveau local.
Quand vous allez au marché de Adjamé, par exemple, au marché Gouraud, on a pas mal de produits vivriers qui restent à la poubelle. Il faut penser à la transformation, à la petite transformation. Déjà, aider ces femmes à produire, c'est déjà bon. Créer des usines, les équiper dans les localités, de sorte à pouvoir faire une semi-transformation pour pouvoir avoir plus de bénéfices de leur dure journée de travail. Et donc, si on a des productions qui sont semi-transformées, bien conservées, on a toute la production du coup qui est protégée, qui est conservée et les femmes peuvent s'enrichir, les femmes peuvent mieux être autonomes à ce niveau. Mais donc il faut un cas isolé parce que quand on regarde tous les programmes qui sont mis en place pour accompagner les femmes entrepreneurs ou les femmes qui sont dans le secteur tertiaire, les femmes du secteur du monde rural, avec tous les programmes qui existent, quand je prends par exemple CEFIS, quand je prends par exemple même les institutions bancaires, microfinance, qui accompagnent les femmes qui ne sont pas bancarisées et qui sont dans l'informel, on sent qu'il y a quand même beaucoup d'activités, beaucoup d'actions qui sont menées pour pouvoir faire entrer les femmes dans l'inclusion financière, dans l'autonomisation. J'ai l'impression que ça, c'est un cas isolé, en fait. Non, bien sûr. J'ai dit que c'est déjà fait. Oui. C'est déjà une bonne chose de le faire. Mais en même temps, il faut créer les conditions pour pouvoir, pour aller plus loin, parce qu'elles produisent. Elles produisent parce qu'elles sont soutenues par ces microfinances, par des programmes, par le fonds des chiffres intéressants. Hein. 20% des entreprises dans notre pays sont détenues par des femmes. Détenues parce qu'elles ont créé même leur entreprise. Quand même, il faut être mais elles ont été accompagnées certainement par des banques ou des microfinances. Bien sûr. Oui, il faut le reconnaître. Voilà. Près de 300 000 femmes ont bénéficié des fonds, du fonds d'accompagnement des femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI. Initié il y a aussi le fonds il y a aussi un fonds logé au ministère de la Femme qui accompagne également les femmes. Très bien. Mais il faut faire la semi-transformation de sorte à pouvoir mieux les encadrer, récupérer toute la production pour ne pas que ça reste dans la brousse, dans les poubelles. Très bien. En plus de cela, on a des femmes entrepreneurs. Il faut les accompagner. Elles ont besoin de machines. Elles ont besoin de machines pour transformer le beurre de karité, la tiéké. Il faut vraiment les accompagner. C'est des prêts. Il y a des petits prêts pour peut-être les femmes des marchés qui ont des tables qui vendent. Peut-être 200, 300 000 ou 50 000, elles peuvent s'en sortir. Mais avec les femmes entrepreneurs, par exemple, elles ont besoin de grosses machines. Il faut de gros moyens pour les accompagner. Donc l'État le gouvernement pourrait financer même ces machines. C'est en cela que j'ai parlé d'usines des femmes. Dans chaque localité, dans chaque région, on a des usines des femmes pour les productions. Quand on prend Diabo, par exemple, on a le riz local. Et donc, si on a des machines spécialement pour le riz, c'est bon pour elles. Si à Korogo, on a la mangue, par exemple, qu'on a des machines pour pouvoir recueillir ces mangues et les semi-transformer, c'est bon pour ces femmes également. Très bien. Merci Marlise, merci. Alors nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de l'émission. Au niveau de la Ligue, la lutte continue, la lutte c'est tous les jours. Exactement. Au niveau de la Ligue, la lutte c'est tous les jours. Et l'épine dorsale de notre lutte, c'est le soutien des survivantes de violences conjugales, de violences basées sur le genre. Malheureusement, elles sont nombreuses et ça c'est dommage. Et moi, mon plaidoyer, c'est d'inciter les autorités en fait à soutenir non pas seulement la Ligue, mais toutes les associations qui militent en faveur des droits de la femme, d'aider ces organisations-là à créer des centres d'accueil pour les survivantes. Parce qu'on parle d'autonomisation de la femme et tout ça, mais c'est pas vraiment... Il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont... La ministre a annoncé la construction prochaine, donc à Adiaké, d'un centre intégré pour la prise en charge des femmes victimes de violences. Et aussi, il faudrait alléger le système de procédure de prise en charge des violences basées sur le genre quand on va dans les commissariats. Parce que on n'a pas besoin de payer 50 000 francs pour... On n'a plus besoin de certificat médical, mais le certificat médical coûte toujours 50 000 francs. Il faudrait... On demande quand même la gratuité du certificat médical quand il faut porter plainte dans un cas de viol. Et aussi, la procédure même de prise en charge d'une victime, d'une survivante, pardon, de violences basées sur le genre. Je peux vous dire que dans les commissariats,
le premier obstacle qu'on a à surmonter, c'est ceux même à qui on va adresser les plaintes. C'est-à-dire que quand vous accompagnez une survivante de violence basée sur le genre, il ne suffit que vous ne lui lâchiez la main 2 secondes, qu'il y a un policier ou un gendarme ou une policière qui va lui dire « Ah, mais tu vas porter plainte contre le père de tes enfants » et tout ça. Et tout de suite, la victime, elle se sent coupable en fait. Donc, il faut plus de formation sur les cas de prise en charge des VBG par le personnel même de police et de gendarmerie. Et d'ailleurs, ces efforts-là, vous et voulez, aussi, je plaide pour la gratuité, sinon la suppression des taxes sur les serviettes hygiéniques pour qu'on n'ait plus à parler de précarité menstruelle au 8 mars 2023. Très bien. Alors, je m'apprête à dire tout à l'heure que la Ligue entreprend de nombreuses actions, elle et toutes les autres associations dans le domaine pour que ces choses-là soient vulgarisées et surtout que de grands efforts soient faits pour qu'on obtienne de vrais résultats. Exactement. Et j'aimerais inviter tout le monde aussi à aller sur la page Facebook de la Ligue pour voir le programme d'activité de tout ce mois de mars parce que pour nous, la Journée internationale des droits de la femme, ce n'est pas que le 8 mars. On a toute une panoplie d'activités jusqu'au 31 mars. Et le 31 mars, il y a une collecte de fonds. Il faudrait un peu mettre de l'argent dans les caisses. Dire que les femmes sont lésées, c'est bien beau, mais il faut mettre la main à la poche un peu aussi. Tout le monde? Oui, tout le monde. D'accord. Je vais me tenir debout parce qu'on va accueillir d'autres dames. On parlait de dames qui sont nombreuses ou pas. Ce soir, nous avons le sergent-chef Gorilou Valery. Mais vous n'êtes pas seul, sergent-chef, vous êtes venu avec certains de vos collègues qu'on va accueillir à présent sur le plateau. Mesdames, merci de nous rejoindre. Voilà. Et ce qui va être extraordinaire, c'est que les dames me rejoignent directement à ma place. Elle a vu qui est directement venue à ma place. Non, mais le jour, vous pouvez être là, madame. Il y a pas de problème. Voilà. Vous êtes venus là, restez là. Bonsoir, mesdames, comment ça va? Tu es en sécurité, là. Je suis en sécurité. Bonsoir, monsieur, ça va? Ça va. Comment vous appelez-vous? Ça s'appelle de première classe Diallo Fatmata Binta. Diallo Fatmata Binta. Madame? Et moi, c'est sergent Ouattara Guissongui. Ça fait combien de temps vous êtes dans le corps des pompiers? Moi, ça fait 2 ans. 2 ans. Vous vous y plaisez? Bien sûr. D'accord. Pareil pour vous, madame? Moi, ça fait 6 ans et je m'y plais vraiment. Vous avez l'impression que vous évoluez dans le processus parce que madame s'inquiétait. Dire un jour, on pourra vous voir à des postes de commandement, de responsabilité. C'est un peu votre souhait aujourd'hui. Vous avez l'impression que votre ambition? Oui, votre ambition, vous pouvez y arriver. Vous avez vraiment l'impression qu'il n'y a pas d'obstacle pour que vous y arriviez? Non, il n'y a pas d'obstacle. Très bien. Nous allons y arriver, Inch'Allah. Avec la conviction. Vous avez le regard un regard, il y a de la conviction. Détermination. Oui. Voilà. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau-là pour participer à cette célébration, pour accompagner votre collègue et surtout, comme on l'a dit, pour dire à toutes les femmes, combien de temps il faut quand on veut devenir pompier? Il y a une formation, combien de temps? Bon, il y a une formation, ça dépend. Je peux partir de l'école, passer un test pour venir aux pompiers, soit par recrutement. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, vous pouvez dire à toutes les femmes aujourd'hui qui ont envie de devenir pompiers que c'est possible. C'est possible. Très bien. Mesdames, je vous remercie. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. C'est bien encadré, ça fait une belle conclusion. Et moi, je suis honoré d'avoir toutes ces femmes. Je veux dire que c'est pas... On n'utilise pas les femmes parce que je la vois là. Je la vois. Bénédicte Antoine dit, voilà, elle a dit qu'elle est honorée d'entourer ces femmes. Non. Si je pouvais... Qu'est-ce que j'ai dit? Je pense qu'il faut lutter contre le phénomène des hôtesses dans les événements. Ça, c'est juste mon plaidoyer. On peut prendre des hommes. Non, il y a des stewards. Il y a des stewards dans les événements. Il y a des stewards. Dans les événements? Qui servent l'eau. Ah, d'accord. Les hôtesses. Les hôtesses, les Il y a des stewards. Il y a des stewards. Ah, j'en ai jamais vu. Il faut des hommes. Il faut des hommes. Très bien. Parce que les femmes arrêtées sous la pluie avec le parapluie, c'est vraiment inutile. Sous la pluie, sous le soleil. Les hommes aussi peuvent faire ça, en fait, c'est ce qu'on veut dire. C'est pas que les hommes peuvent, c'est eux qui doivent faire ça. Et puis j'ai envie de dire aux femmes, quand vous êtes dans les organisations, il faut être dans les commissions scientifiques, plutôt dans les commissions scientifiques que dans les commissions restauration où vous faites les emportés. Arrêtez de faire les emportés, venez réfléchir et donner vos idées pour que les conditions des femmes changent. C'est de ça qu'il s'agit. Madame, s'il vous plaît. Les femmes ne doivent pas rester à leur place. Mettez-vous là. Mettez-vous là, madame. Sortir des cuisines. Voilà. Et venir faire des propositions. Je vous donne la place, prenez fort. Prenez tout simplement. N'hésitez même pas, prenez avec conviction. Avec conviction.
tiens à rassurer nos téléspectateurs que tout se passe bien sur cette chaîne. Il est en sécurité. Il ne doit pas être maltraité. C'est avec mon consentement que mesdames sont installées Merci sur ce de plateau. préciser. Voilà, parce qu'après, il y avait une hôtesse. Donc, je me suis arrêté pour dire merci. On a été très heureux d'être en votre compagnie. On vous souhaite de passer d'agréables instants sur Live TV. Et puis encore, mesdames, que Dieu bénisse votre combat et surtout que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Demain, il y aura un moment de talk avec d'autres hommes sur le plateau. Dieu vous garde.